Bonjour à toutes et tous. Donc vous êtes bien pour le webinaire donc sur l'insertion des formés du sanitaire et social. Dans un premier temps, moi je vais me présenter. Je laisserai les trois autres participants que vous avez en vignette se présenter ensuite. Donc moi je suis Fabien Dulcir, je suis en charge du pôle observatoire régional emploi formation donc à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et je suis très content aujourd'hui de vous présenter cette enquête d'insertion des formés du sanitaire et social. Avant de pouvoir se retrouver dans une configuration un peu plus dite normale et avoir à nouveau des interactions sociales, nous utilisons ce support webinaire pour assurer une restitution d'études, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez important pour nous. D'une part, pouvoir réaliser ces études, mais également de pouvoir les communiquer et les porter à connaissance des différents acteurs de l'emploi et de la formation, et en particulier du sanitaire et social. Donc, je vais vous donner des éléments du règlement intérieur, on n'a qu'à appeler ça comme ça. Donc, c'est moi qui suis en charge de ces règlements intérieurs. Tout d'abord, pour vous signaler que ce webinaire est enregistré, donc qui fera l'objet d'une diffusion ensuite sur notre site internet et que vous serez à même de pouvoir le retrouver et également de communiquer ce webinaire. Donc, si quelqu'un s'y oppose, donc je vous rappelle qu'on ne voit pas on ne vous voit pas, mais en revanche, on voit vos commentaires. Donc, si quelqu'un s'y oppose, merci de nous l'indiquer dans le chat. Donc, le chat, c'est ce que vous avez à droite de votre écran et ce qui vous permet de pouvoir communiquer et en particulier formuler des questions ou des demandes de compléments à la présentation que va vous faire donc Émilie et Élodie. Ce que je vous propose également de manière à pas hacher cette présentation-là, c'est de pouvoir répondre à vos éléments d'interrogation ou à des demandes de compléments à l'issue de la présentation qui va vous en être faite par Émilie Grangette. Donc voilà, moi j'ai fini ma prise de parole. Je vais donner la parole donc à Olivier Larpin dans l'ordre, Élodie Rouget et Émilie Grangette. Donc Olivier, en charge du schéma régional des formations sanitaires et sociales à la région Nouvelle-Aquitaine. Je te donne la parole. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre proposition de présentation. Oui, eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que cette enquête nous sert beaucoup dans le cadre du schéma des formations sanitaires et sociales à la région. Le but de ce schéma étant de dimensionner un petit peu l'offre de formation en fonction de l'offre et de la demande et de suivre et de dimensionner le maillage territorial en la matière. Nos enjeux sont de suivre un petit peu le continuum orientation, formation, emploi. Et je suis très très content de pouvoir suivre les résultats de votre enquête professionnelle. J'en profite également pour vous remercier de ce travail et les instituts de formation qui ont contribué à nourrir cette enquête sans qui on n'aurait pas pu avoir une représentation régionale. Et donc bonjour, Élodie Rouget, chargée d'études à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et en charge de l'Observatoire du sanitaire et social. Donc, avant de vous présenter les objectifs et le périmètre, je vais rapidement vous présenter les missions de l'Observatoire du sanitaire et social. Donc, dans le cadre du schéma régional des formations du sanitaire et social, le Conseil régional a confié à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine le développement d'un observatoire du sanitaire et social. Donc, quelles sont les grandes missions de cet observatoire ? Ça va être de constituer un système d'information statistique à partir des données disponibles, de mutualiser les sources d'information, connaissances et expériences, d'avoir une réflexion prospective, d'être un lieu d'échange et de concertation et d'aider à la décision. Ainsi, dans le cadre des travaux de l'Observatoire du sanitaire et social, donc le Conseil régional nous a confié la réalisation d'une enquête sur l'insertion des formés du sanitaire et social. L'enquête est annuelle, elle est réalisée en partenariat avec l'ARS, l'ADRETS, donc anciennement DRDJSCS, et les organismes de formation.
Donc, pourquoi une enquête? Ben, 2 objectifs. Le premier, il va s'agir d'harmoniser les enquêtes réalisées par les organismes de formation pour disposer chaque année d'éléments mutualisables sur l'insertion des formés. Et le second, d'apporter une lisibilité des taux d'emploi à 7 mois par diplôme. L'enquête, elle porte sur 31 diplômes, en tout cas pour 2019, puisque depuis 2020, l'enquête cible 33 diplômes en y associant les audioprothésistes et les orthoptistes. Et enfin, sur le territoire qui est concerné, depuis 2019, l'enquête porte sur la Nouvelle-Aquitaine. Concernant les modalités de recueil et de traitement des données, alors comment nous avons procédé? Nous avons co-construit un questionnaire qui, en fait, est en ligne, qui est diffusé par les organismes de formation aux étudiants 6 à 8 mois après leur sortie de formation. C'est un envoi qui s'effectue par mail. Donc, pour 2019, ont été enquêtés les étudiants sortis d'une formation entre juin 2018 et mai 2019. Si certaines formations enregistrent en cours d'année des taux de réponse qui sont trop faibles, nous sollicitons alors les organismes de formation pour qu'ils puissent effectuer une relance par mail de leurs anciens étudiants. À l'issue de la vague d'enquête, donc c'est-à-dire en fin d'année, un prestataire effectue des relances téléphoniques pour compléter les résultats de l'enquête en ligne et relever le taux de réponse. Alors, une fois les données compilées, nettoyées et traitées, l'analyse est publiée sur notre portail et les données restituées à chaque organisme de formation avec ses propres répondants. Et ça prend la forme en fait d'une base de données interactive. En tout cas, pour 2019, nous avons eu 2272 personnes qui ont répondu au questionnaire, que ce soit en ligne ou par un téléphone. Le taux de réponse s'élève à 25%. On est à 22% pour les diplômés de la santé et 35% pour les diplômés du social. Enfin, concernant le traitement des données, il faut savoir que la base de données n'a pas été redressée, Cap Métiers n'ayant pas une connaissance fine de la structure de la population mère qui a été enquêtée. Et toutes les données ont été calculées en excluant les non-réponses et ne sont présentées par ailleurs que les diplômes regroupant au moins 30 répondants. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre la suite des propos d'Élodie concernant les taux de réponse. Donc, ce premier tableau vous présente les taux de réponse déclinés par diplôme préparé, diplôme d'état préparé, et ne sont présentés ici que les diplômes, donc comme Élodie vient de le dire, qui regroupent au moins 30 répondants. Donc, on constate de fortes disparités donc dans ces taux de réponse qui varient de 15% pour les DE assistants familial à plus de 60% pour le DE cadre de santé. On constate par ailleurs que plus de la moitié des répondants sont concentrés sur 2 diplômes, le diplôme d'état d'aide-soignant, 27%, et le diplôme d'état d'infirmier, 25%. Et du fait de ces forts volumes, de ces volumes importants de diplômes d'État, donc d'aide-soignants et d'infirmiers, la majorité des formations concernant donc cette population enquêtée, cette population de répondants, la majorité des formations sont des formations donc de niveau 3, CAP, et de niveau 6, Bac plus 3. Alors, simplement, je précise le volume de diplômes sanitaires répondants. Donc, on est sur 1523 répondants donc, qui ont préparé un diplôme de la santé, ce qui correspond aux 2/3 donc, de notre population enquêtée, enfin, population répondante. Et les diplômes du social, c'est 749 répondants donc, pour cette enquête, soit 1/3 des répondants. Alors, concernant tout d'abord le profil de cette population donc de répondants, de ces 2272 répondants, donc qui sont-ils? Tout d'abord, sans surprise, 87% de femmes, donc une grande majorité de femmes. Un public plutôt jeune, puisque la moyenne d'âge est de 30 ans. Alors,
on peut supposer effectivement que pour la partie des salariés en formation continue, on a une moyenne d'âge un petit peu supérieure. Du coup, si l'on retire les salariés qui exercent, enfin qui ont suivi cette formation dans le cadre de la formation continue, la moyenne d'âge redescend à 28 ans. Bon, donc on est tout de même sur un public jeune. Concernant le département de résidence à l'entrée en formation, près d'un répondant sur 4, 23%, habitait en Gironde lors de son entrée en formation, et 14% des répondants étaient originaires d'une autre région, donc souvent des régions limitrophes, l'Occitanie 5%, les Pays de la Loire 4%. Pour ce qui est de la situation à l'entrée en formation, donc des répondants, le niveau de formation à l'entrée et le statut à l'entrée, plus de 60% donc de nos répondants disposent d'un niveau de formation équivalent au bac, donc niveau 4, et 42% lors de l'entrée en formation disposaient déjà d'un diplôme du sanitaire et social. Alors, sans surprise, du coup, essentiellement des diplômes de niveau 4, donc des bacs, avec un top 3 donc de diplômes possédés à l'entrée en formation. Trois bacs, un bac techno, le bac technologique sciences et technologies de la santé et du social, et 2 bacs pro, le bac pro accompagnement, soins et services à la personne, et le bac pro services aux personnes et au territoire. Près de la moitié des répondants étaient en situation d'emploi avant d'entrer en formation, dont 37% déjà en emploi dans le sanitaire et social. Un tiers étaient en formation, donc avant cette nouvelle formation sanitaire et sociale pour laquelle ils sont interrogés, et près de 20%, un répondant sur 5, était en situation de recherche d'emploi avant d'entrer en formation. Alors, le petit bout de camembert un petit peu plus clair que vous voyez correspond aux inactifs, en fait, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient en situation de congé, de maladie notamment, et pour lesquelles la part est non significative, ils représentent moins de 30 répondants. Voilà, et au terme de leur formation, la quasi-totalité des répondants, 95%, déclarent avoir décroché leur diplôme totalement. Alors, concernant le parcours dans les 7 mois, donc avant de s'intéresser finalement à la situation des répondants à 7 mois, on va se pencher un petit peu sur leur parcours dans les 7 mois qui ont suivi la formation, donc entre leur sortie de formation et la réalisation de l'enquête. Alors, tout d'abord, la quasi-totalité des répondants, 97%, ont accédé à l'emploi dans les 7 mois qui ont suivi leur formation. Ils ont occupé un ou plusieurs emplois. Parmi eux, 70% n'ont occupé qu'un seul emploi et 27% ont occupé plusieurs emplois, donc 2, voire plus. Concernant plus spécifiquement la proportion de répondants déclarant n'avoir occupé qu'un seul emploi, donc 70%, qui peut être interprété comme un signe de stabilité donc dans les 7 mois qui ont suivi leur formation, on constate qu'elle est de 10 points plus élevée pour les répondants. Donc 73% donc pour les diplômes de la santé contre 63% donc pour ceux qui ont préparé un diplôme dans le domaine du social. Alors, plus spécifiquement, en termes de diplôme, les taux les plus importants concernent le DE cadre de santé, 97% des répondants ayant préparé un diplôme d'État cadre de santé n'ont occupé qu'un seul emploi. Et également le DE ambulancier, 91%, mais également des diplômes dans le domaine du social et notamment le Café Ruisse, 92%. Alors, si l'on s'intéresse maintenant à la manière dont ces répondants ont trouvé leur premier emploi,
Je vous laisse regarder, le graphique parle de lui-même. 30%, donc une bonne part, ont trouvé ce premier emploi suite à leur stage, donc avec probablement une proposition d'embauche à l'issue de celui-ci. Et 30% également via des candidatures spontanées. Donc, ce sont les deux principaux canaux de recrutement identifiés. On a également 13% de salariés en formation continue, donc qui ont effectué leur formation donc en tant que salariés dans le cadre de la formation continue et pour lesquels finalement le premier emploi occupé après la formation était un peu acquis, puisque pour certains ils sont retournés dans leur structure, dans la structure dans laquelle ils travaillaient précédemment, et pour certains également sur le même poste. Alors, concernant à présent la situation à 7 mois donc de ces répondants, quelle est leur situation professionnelle donc 7 mois après leur sortie de formation? Alors, sans surprise, là encore, plus de 90% sont en emploi, 92% exactement sont en emploi. Petit bémol, dans ces 92%, on a 12% de répondants qui se déclarent tout de même en situation de veille, c'est-à-dire qu'ils sont en emploi, mais qu'ils recherchent un autre emploi. Dans ces 12% donc de répondants en emploi, mais à la recherche d'un autre emploi, on va avoir plus de situations, de missions de courte durée, de type CDD de moins de 6 mois, intérim. On aura également plus d'emplois occupés à temps partiel et notamment à temps partiel contraint. Et puis, on enregistre également une plus forte proportion de personnes exerçant un métier du social et notamment plus d'accompagnants éducatifs et sociaux qui sont dans cette situation d'emploi tout en recherchant un autre emploi. Alors, on s'est dit que là encore, le taux d'emploi à 7 mois pouvait être un peu biaisé et un peu gonflé par les salariés en formation continue qui sont finalement nécessairement en situation d'emploi à 7 mois. Donc, on a tout de même calculé ce taux d'emploi en retirant les salariés en formation continue. Malgré tout, hors salariés en formation continue, on a tout de même un taux d'emploi de 90% à 7 mois. Et à 7 mois, situation minoritaire, 4% sont en recherche d'emploi, demandeurs d'emploi, et 3% poursuivent de nouveau une formation. On le verra, on ne verra pas ce zoom sur les poursuites de formation qui sont plutôt minoritaires, mais majoritairement, c'est des poursuites de formation dans le domaine sanitaire et social. Alors, ces résultats d'insertion sont globalement comparables d'une année à l'autre, c'est-à-dire que par rapport aux années précédentes et aux promotions précédentes, on a globalement les mêmes taux d'emploi autour de 90%. En termes de parcours, si l'on compare, si l'on met en perspective la situation avant l'entrée en formation et 7 mois après la sortie de formation, les répondants qui étaient déjà en emploi dans le sanitaire et social au moment où ils sont entrés en formation enregistrent un taux d'emploi à 7 mois de 97%. 25% sont restés sur le même poste. En revanche, 23% ont évolué du poste d'agent de service hospitalier vers celui d'aide-soignant. Et il s'agit là finalement de la principale passerelle qu'on a identifiée et qui est permise finalement par la formation. Autre point, cette formation a permis à 63% des salariés en formation continue d'occuper un nouvel emploi, dont 42% dans la même structure. Et puis, dernier point, si l'on fait un petit zoom sur les demandeurs d'emploi, bien qu'il s'agisse d'une situation assez minoritaire à 7 mois, c'est 4% donc de nos répondants, c'est une petite centaine de répondants. Simplement, on constate que la proportion de demandeurs d'emploi est plus importante à l'issue d'un diplôme dans le social, puisqu'elle s'élève à 7%. Lorsqu'on les interroge sur la durée moyenne de recherche d'emploi, à 7 mois, ces demandeurs d'emploi recherchent un emploi depuis en moyenne 4 mois.
Et en dépit donc de cette situation à 7 mois de recherche d'emploi, les 2/3 d'entre eux ont tout de même accédé à l'emploi et ont occupé au moins un emploi dans les 7 mois qui ont suivi leur formation. Alors, un petit zoom cette fois-ci par spécialité ou en tout cas par diplôme d'État préparé. Donc, vous avez les taux d'emploi à 7 mois déclinés donc par diplôme. Donc, on constate tout d'abord que les diplômes de la santé enregistrent de meilleurs résultats d'insertion que ceux du social, avec au global 94% de taux d'emploi contre moins de 90% dans la santé. Et à ce moindre taux d'emploi dans le social s'ajoute également une proportion de répondants à la recherche de notre emploi près de 2 fois supérieure, puisqu'on a 17% de répondants en emploi, mais à la recherche de notre emploi, donc dans le social, contre moins de 10% pour les répondants ayant préparé un diplôme dans le domaine de la santé. Alors, je vous laisse regarder les taux d'emploi plus en détail, diplôme par diplôme, sachant que certains sont à prendre avec précaution compte tenu du faible volume de répondants qu'ils recouvrent, puisque ne sont représentés ici que les diplômes affichant des taux de réponse supérieurs à la moyenne, donc supérieurs à 25%, mais pour autant, cela peut représenter une très très faible quantité de répondants, parfois inférieurs à 30. Alors, simplement, un petit point qui mérite d'être souligné, que j'ai déjà dit, que je répète et que l'on voit ici, c'est 18% des formés au diplôme d'État accompagnant éducatif et social qui sont en emploi, mais à la recherche de notre emploi, contre 12%, tout diplôme confondu, ce qui est pas négligeable. Alors, dernière partie, un petit zoom donc sur notre population de répondants en emploi, qui est la situation majoritaire donc à 7 mois. Alors, pour près des 3/4 des sortants en emploi, 73%, le poste occupé à 7 mois est le seul exercé depuis la fin de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, on a étudié la question de avez-vous occupé un ou plusieurs emplois dans les 7 mois suivant votre formation pour l'ensemble des répondants. Là, il s'agit de la même question, mais pour les répondants en emploi. Donc, on constate que les répondants en emploi, pour les 3/4 d'entre eux, n'ont en fait occupé qu'un seul emploi, c'est-à-dire celui qu'ils occupent à 7 mois. C'est le seul emploi qu'ils ont occupé dans les 7 mois. Donc, pour 73% d'entre eux, 68% si l'on extrait les salariés en formation continue. Le fait de conserver donc son premier emploi, puisqu'il s'agit bien de cela, ils ont exercé un seul emploi, donc ils ont conservé finalement le premier emploi trouvé à la sortie de leur formation. Donc le fait de conserver ce premier emploi, de se maintenir sur ce premier emploi, est plus fréquent dans les métiers de la santé, 76%, que dans ceux du social, 67%, donc là encore près de 10 points d'écart. Pour exemple, donc, en termes de métiers très précisément, la quasi-totalité des cadres de santé et des ambulanciers, 97%, n'ont finalement connu que leur poste actuel dans les 7 mois qui ont suivi la formation, contre moins de 60% donc des moniteurs éducateurs, des assistants de service social ou des éducateurs spécialisés. Alors, autre point, parfois ce seul emploi donc occupé dans les 7 mois est toujours occupé dans la structure de formation, dans la structure formatrice. Donc finalement, les répondants se sont maintenus dans leur structure formatrice, ont conservé finalement leur premier emploi dans cette structure de formation. Et le taux de maintien dans la structure formatrice, il est de l'ordre de 30%, 31%. Avec là encore une différence donc entre les formations sanitaires 32% et les formations sociales 28%. Parmi les diplômes affichant plus spécifiquement donc les plus forts taux de maintien dans la structure formatrice, on a les diplômes d'État d'ambulancier 54%,
ou le diplôme d'État d'infirmier, 40%. Alors, s'agissant à présent des secteurs employeurs, secteurs d'activité dans lesquels travaillent donc nos répondants, secteurs employeurs, mais également structures employeuses. Alors, tout d'abord, plus de la moitié des sortants en emploi travaillent dans la fonction publique, toute fonction publique confondue, dont presque 40% dans la fonction publique hospitalière. Le secteur privé non lucratif emploie plus de 30% de l'effectif. Ces taux varient logiquement en fonction du poste occupé, puisque si 39% des sortants en emploi travaillent dans la fonction publique hospitalière, cette part atteint plus de 80% pour les cadres de santé, 62% pour les infirmiers et 46% pour les aides-soignants. De la même manière, 31% travaillent dans le privé non lucratif, mais 72% des moniteurs éducateurs, 63% des accompagnants éducatifs et sociaux et 60% des éducateurs spécialisés. Alors, quelles sont plus spécifiquement les structures employeuses? Elles sont diverses et variées. L'effectif en emploi est très, très fortement dispersé au sein d'une multitude de structures. Ne sont d'ailleurs représentées ici que les principales qui regroupent au moins 30 répondants. Pour autant, on a deux grands types de structures qui sortent du lot et qui concentrent quasiment la moitié des sortants en emploi. Ce sont les hôpitaux cliniques d'une part, 28%, et les EHPAD de l'autre, 20%, donc un répondant en emploi sur 5. Alors, concernant le contrat de travail signé, le type de contrat de travail signé, la moitié des emplois sont occupés pour une durée déterminée, donc dans le cadre d'un CDD, avec tout de même 28% de CDD de 6 mois ou plus, et 43% des postes sont occupés en CDI ou en tant que fonctionnaire. Donc là encore, ces taux varient logiquement en fonction du métier exercé, avec des emplois nettement plus pérennes dans les métiers du social, cette fois-ci 48%, mais également pour certains diplômes, donc diplôme du social, le Café Ruisse, près de 90% de CDI, le DE accompagnant éducatif et social, 46%, mais également pour des diplômes d'État de la santé, cadre de santé, 97%, ou ambulancier, plus de 80%. Pour le temps de travail, donc la majorité des emplois correspondent à des temps pleins, c'est 85% des emplois qui sont occupés à temps plein, donc 15% de temps partiel, essentiellement du temps partiel supérieur à un mi-temps pour ce qui est du temps partiel. Et dans ces 15% de temps partiel, on a 10%, soit les 2/3 qui correspondent à du temps partiel contraint. Et une proportion de temps partiel qui varie quasiment du simple au double entre les métiers de la santé, 12%, et ceux du social, où ils représentent 22% des emplois occupés. Alors, pour terminer sur une note plutôt positive quant à l'apport de la formation sur l'insertion professionnelle à 7 mois, de l'avis de la grande majorité des sortants en emploi, 92%, cette formation les a suffisamment préparés à occuper l'emploi qu'ils occupent à 7 mois. Proportion qui est nettement supérieure à la moyenne pour les diplômes d'État de sages-femmes, 100%. Bon, elles ne sont que 30, mais c'est finalement plutôt rassurant de savoir que toutes considèrent que la formation les a suffisamment préparées à occuper l'emploi qu'elles exercent à 7 mois. On a également le DE conseiller en économie sociale familiale, le DE ambulancier, 97% donc d'entre eux considèrent que la formation les a suffisamment préparés à exercer leur emploi. Et bien que relativement élevées, ces proportions sont tout de même inférieures à la moyenne pour le Café Ruisse, 81%, le diplôme d'État cadre de santé, 84%, ou le diplôme d'État assistant de service social, 85%. Enfin, dernière diapositive concernant plus spécifiquement les stages et formations en entreprise.
93% des sortants en emploi jugent ces stages et formations en entreprise utiles à leur insertion professionnelle. Si l'on écarte le diplôme d'État cadre de santé, dont seulement 73% des sortants en emploi partagent cet avis, c'est une proportion qui varie finalement peu d'une formation à l'autre, puisque le taux s'échelonne de 92% pour le diplôme d'État éducateur de jeunes enfants à 98% pour le diplôme d'État auxiliaire de puériculture. La grande majorité des sortants en emploi considèrent que leurs stages leur ont permis d'acquérir des compétences, 83%, et de l'expérience, 82%. Pour 46% d'entre eux, ils ont été l'occasion de découvrir un métier. Notons par ailleurs que 42% se sont vus proposer un emploi à l'issue de leur stage, proportion qui est particulièrement élevée pour certains diplômes d'État et notamment pour les diplômes d'État d'ambulancier, 60%, d'accompagnant éducatif et social, près de 50%, et d'infirmiers également, 47%. Bon, eh ben, merci Émilie pour cette présentation. J'espère que vous n'avez pas été trop gêné par un moment, il y a eu une saute de connexion. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Pour l'instant, je n'ai pas eu de questions. J'ai plusieurs points d'interrogation au début du webinaire, donc je ne sais pas si ça demande à être précisé en termes d'interrogation. Oui, j'ai l'impression que oui. Plutôt clair, ok. Donc s'il y a d'autres remarques, d'autres demandes de précision, n'hésitez pas à poser la question donc, dans le chat, il n'y a aucun problème. Ce que je peux vous indiquer, c'est que cette étude, elle est également sur notre site internet, donc sur la partie observatoire du sanitaire et social, où vous avez cette enquête-là. C'est la première année d'ailleurs où nous avons des résultats régionaux néo-aquitains, pardon. Donc très prochainement, nous aurons également la sortie de l'enquête de l'année dernière, des sortants de l'année dernière, de 2020, pardon. Qu'on publiera également. Donc là, j'ai une question. La notion de CDD dans le même établissement est-elle prise en compte? Donc là, vous pouvez parler de la récurrence de contrats d'embauche, en fait, qui est une caractéristique assez fréquente dans le sanitaire et social. Donc, Émilie, est-ce que tu as des éléments à apporter? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut distinguer, est-ce que dans le questionnaire et dans son traitement, on est en mesure d'identifier la récurrence de contrats de travail? Je comprends pas bien la question. Est-ce qu'on peut être plus précis au niveau de la question? La récurrence des contrats de travail, quel type de contrat? Dans un même établissement, je pense que l'idée, c'est de se dire qu'une fois qu'on travaille dans un établissement, donc les sortants de formation qu'on a indiqués comme étant en CDD, est-ce qu'il y a cette notion de plusieurs CDD dans le même établissement? Voilà, plusieurs contrats successifs, notamment pour les infirmiers. Non, parce que c'est finalement une photo à 7 mois. Donc, la seule et unique question qui est posée aux répondants en emploi, c'est le type de contrat de travail signé à 7 mois. Donc, on n'a pas moyen de savoir s'il y a plusieurs… Il y a tout de même une question, il me semble, si la personne a plusieurs employeurs. Mais oui, on ne sait pas s'il y a plusieurs contrats de travail, quels sont ces contrats de travail. Et par contre, là, il s'agit du contrat de travail sur l'emploi principal. La question est posée ainsi, en fait. C'est vraiment quel est votre contrat de travail sur l'emploi principal à 7 mois. Voilà, donc on a l'insertion, effectivement, une photographie de l'insertion à 7 mois. Il est en CDD, mais en revanche, on n'a pas le suivi pour savoir s'il a plusieurs autres contrats ensuite. Alors, je me permets, là, je vois une question concernant les raisons des stages jugés inutiles. C'est ça? Oui. Alors, les stages jugés inutiles, donc oui, alors on les a sur la dernière diapositive.
Alors là, il faut savoir que c'est quand même une situation extrêmement minoritaire puisqu'on est quand même sur 7% des répondants en emploi. Alors, on a, ça c'est traité de manière très très qualitative, mais on a une bonne proportion qui se dit déjà en emploi. Donc ça, c'est typiquement le cas des personnes qui suivent la formation en tant que salariés, donc dans le cadre d'une formation continue, de la formation continue. Donc, ils se disent déjà en emploi finalement. Donc, pour lesquels l'insertion en emploi était un peu déjà acquise finalement au terme de cette formation. Donc, pour eux, le stage, la formation en entreprise n'a pas été utile à leur insertion professionnelle puisqu'ils avaient déjà un emploi acquis. Ensuite, il y a toutes les situations des personnes qui disent qu'il n'y a pas eu de poste à pourvoir sur le lieu de stage, aucune proposition d'embauche à l'issue du stage. Donc forcément, nécessairement, pour eux, ce stage n'a pas été utile en termes d'insertion professionnelle. Ces personnes-là ont pour le coup, souvent été obligés de postuler ailleurs, donc dans une autre structure, mais parfois même dans une autre région que la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, soit parce qu'effectivement, ils n'ont pas trouvé d'emploi sur leur lieu de stage ou même plus globalement en région, soit pour cette raison-là, soit par choix aussi, parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui ont souhaité retourner dans leur région d'origine. On a aussi beaucoup de personnes qui nous disent le stage et l'emploi ne sont pas dans la même région. Donc, le stage, en fait, a été occupé en Nouvelle-Aquitaine sur le lieu de formation, mais l'emploi que j'occupe aujourd'hui, c'est dans une autre région, soit parce que j'ai pas trouvé d'emploi donc sur mon lieu de stage ou en Nouvelle-Aquitaine, soit parce que j'ai souhaité retourner dans ma région d'origine. Il y a aussi toutes les personnes pour lesquelles il n'y avait pas nécessairement de lien entre le stage et l'emploi qu'elles occupent, dont le stage n'a pas été utile en termes d'insertion professionnelle, tout simplement parce qu'au moment où elles ont cherché leur stage, elles n'en ont pas trouvé en accord avec le projet professionnel, ou parce qu'entre-temps, il y a eu une réorientation. Donc, du coup, il n'y a pas d'adéquation entre les deux et le stage n'a pas permis de s'insérer en emploi. Et puis, il y a également les personnes qui vont dire non, le stage ne m'a pas aidé à m'insérer parce que il ne m'a rien apporté de plus, parce que je connaissais déjà le milieu ou l'environnement dans lequel j'ai évolué, parce que j'avais déjà une expérience dans le domaine, parce que j'avais déjà les compétences requises. Donc, ce stage-là ne m'a pas aidé et n'a pas favorisé mon insertion en emploi. Voilà, c'est un peu la plupart des raisons évoquées concernant les personnes qui jugent les stages inutiles. J'espère que c'était clair. Oui. J'ai une question en tout cas, une remarque de Thierry Hérin concernant une inquiétude sur les cadres de santé qui se sentent insuffisamment formés, et ce qui visiblement est une problématique depuis plus de 20 ans. Là, c'est plus par la formation continue, probablement. Et également, une remarque de Marie-Jeanne Ellinger, ce sera important de suivre cet aspect stage sur l'année 2020, particulièrement bousculé du fait du Covid, effectivement. Comme dans l'ensemble des métiers, on sait très bien qu'il y a et en particulier, d'autant plus dans les métiers du sanitaire et social, où on a eu des difficultés notamment à pouvoir mettre en place ces stages, effectivement. Je crois qu'on a balayé l'ensemble des remarques. Si vous en avez, c'est encore le moment. Donc, en complément, moi, vous indiquez effectivement qu'on vous enverra un lien donc, à l'issue de ce webinaire dans lequel vous retrouverez donc, cette présentation ainsi que l'étude au complet, puisque là, c'est une extraction de l'enquête, de l'étude qu'a réalisée Émilie. Et donc, un complément de Madame Caroline Macari, faudrait compléter par un focus sur les liens entre l'apprentissage et l'emploi.
Oui, alors ça, je ne sais pas si on peut apporter des éléments sur les voies de formation, particulièrement. Je crois pas. On a ces éléments-là. C'est vrai que c'est pas toujours très interactif, hein, ces webinaires. C'est un peu différent d'une prise de parole en réunion. Ça nécessite de formaliser les questionnements. C'est pas toujours très simple, en tout cas pas toujours très réactif. Le taux de réponse peut-il être amélioré et de quelle façon? Ça, je vais y répondre dans un premier temps. Alors, le taux de réponse, vous l'avez compris dans le processus, ce qui est important pour nous, c'est que la méthode qu'on a utilisée de manière à pouvoir communiquer ce questionnaire aux étudiants, c'est passé par les organismes de formation. C'est-à-dire qu'on a jugé, en accord avec la région, que les organismes de formation étaient en contact avec leurs étudiants, que les étudiants connaissaient aussi ces organismes de formation. Et donc, il était beaucoup plus simple pour eux de pouvoir communiquer ce questionnaire que nous directement auprès du stagiaire, tout simplement parce que Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, hormis les opérateurs de l'emploi et de la formation, peu de gens les connaissent. Et donc, il y a ce contact privilégié entre le stagiaire et son organisme de formation. Donc, effectivement, nous, la manière dont on procède, c'est de communiquer ce lien aux organismes de formation de manière à ce qu'ils puissent le diffuser au maximum à leurs étudiants. On a également une plaquette d'information à destination des étudiants qui est délivrée à l'issue de leurs examens, de manière à pouvoir aussi leur indiquer la justification, en tout cas, de ce questionnaire-là, et tous les éléments qui le permettent de rassembler, de manière à pouvoir avoir une vision un peu globale de l'insertion, des situations d'emploi pour d'autres étudiants aussi. Donc, on a ce premier lien-là qu'on essaye de renforcer, qui n'est pas toujours très simple. Effectivement, le premier vecteur qui est privilégié, c'est une transmission du questionnaire qu'on vous adresse auprès de vos étudiants. Ça, c'est pour les organismes de formation. Et ensuite, effectivement, ce qu'évoquait Élodie, c'est de pouvoir bénéficier d'une relance téléphonique, donc d'un questionnement complémentaire. Donc ça, c'est Cap Métiers qui s'en charge. On fait appel à un prestataire extérieur qui vient relancer les étudiants qui ont donné leur autorisation, leur consentement à être réinterrogés, donc qui ont donné leurs coordonnées de manière à être réinterrogés ou interrogés à l'issue de leur formation des 6-8 mois par une enquête téléphonique, ce qui nous permet d'augmenter considérablement les taux de réponse et puis de boucher les trous parce qu'on a certains métiers pour lesquels déjà on a peu de stagiaires. Et alors, si on a un taux de réponse qui est très faible, on a du mal à pouvoir en tirer des généralités. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement faire en sorte d'augmenter et de capitaliser sur ces questionnaires-là de manière à avoir d'une part une enquête qualitative comme celle-ci, mais aussi la plus à même de pouvoir répondre aux besoins de la région lorsqu'il y a des interrogations sur l'ouverture de sessions de formation, sur des réorientations qui pourraient se voir jour. Voilà, c'est des éléments qui sont très utiles dans le cadre des réflexions stratégiques, dans le cadre du schéma. Donc voilà un peu la manière dont on peut améliorer ces taux de réponse. C'est déjà dans un premier temps bien transmettre le questionnaire aux étudiants. Pour répondre à la remarque de Caroline Macquarie, effectivement, il y a des instituts de formation qui continuent de diffuser leur propre enquête. Et effectivement, alors tout dépend à quel moment l'enquête est envoyée, mais nous, si on arrive derrière avec l'enquête à 7 mois, sur les taux de réponse, ça ne nous facilite pas. Parce qu'effectivement, le deal, entre guillemets, qui a été fait au départ, c'était qu'il y ait un seul et même questionnaire sur l'insertion des formés du sanitaire et social, que les organismes de formation arrêtent la diffusion de leur propre enquête pour qu'on ait quelque chose d'homogène, même en termes de temporalité, qu'on ait vraiment des indicateurs sur l'insertion au niveau de la région. Et du coup, c'est vrai il peut y avoir par moment une double enquête, en sachant qu'en plus, nous, on peut faire des extractions de la base de données quand on a besoin sur des rapports d'activité, par exemple. Et comme je le précisais tout à l'heure, en fin de vague d'enquête, donc en fin d'année, on clôture l'enquête.
on nettoie, on traite la base de données, et après, quand il y a un nombre suffisant de répondants, on redistribue en fait les données aux organismes de formation avec leurs propres répondants. Chaque organisme de formation reçoit sa propre base de données avec ses répondants. C'est une base de données qui est interactive, où on peut filtrer par formation notamment, avec les principaux indicateurs les concernant. Voilà. Est-ce que l'ordre des infirmiers peut jouer un rôle? Pas nécessairement, c'est plutôt les organismes de formation. Ensuite, dommage que les données ne soient pas redressées. Oui, bah, là, pour les redresser, il faudrait connaître la population mère, en fait, et sa structure, en fait. C'est pour ça que on ne peut pas la redresser. Donc, on a fait ce choix-là de ne pas la redresser, mais effectivement, ce serait effectivement mieux. Donc, j'ai affiché les taux de réponse par diplôme, donc pour les diplômes de la santé et pour ceux du social. Donc, on voit effectivement que c'est très, très disparate. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, Élodie, Émilie, Olivier. Peut-être rappeler l'importance en fait de diffuser le formulaire qui nous permet de récupérer les autorisations des étudiants. Sans quoi, en fait, on ne peut pas faire de relance téléphonique. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas recueilli beaucoup. Donc, ça veut dire que sur les relances téléphoniques, on ne pourra pas forcément en faire énormément. Enfin, il faut vraiment qu'on ait les autorisations des étudiants. Sans quoi, les relances téléphoniques, on ne pourra pas les faire. Et ce qui signifie aussi que pour les taux de réponse, certains ne pourront pas être relevés. Et derrière, l'exploitation qui en est faite, plus on aura de répondants et mieux ça sera, et plus les indicateurs qu'on pourra donner seront fiables. Oui, peut-être une réaction là au vu des échanges et de l'importance que tu soulignes pour mobiliser des informations 7 mois après. Peut-être que c'est au moment de la signature du règlement intérieur de l'Institut qu'on peut sensibiliser les étudiants. Je ne sais pas ce que vous en pensez là sur les réseaux, mais peut-être qu'une ligne d'information auprès des apprenants concernant cette enquête insertion et l'impérieuse nécessité d'avoir un suivi peut être quelque chose d'utile. Je le soumets à votre sagacité. Oui. Effectivement, ça fait beaucoup d'informations à gérer pour les apprenants. Peut-être aussi évoquer le fait que dans la communication que l'on en fait au niveau des organismes de formation, on a changé de mailing, c'est-à-dire qu'on utilise un mailing qui s'appelle Sendétique, qui des fois peut se retrouver dans vos éléments indésirables, dans vos courriers indésirables. On a utilisé cette plateforme en fait de web, puisque précédemment vous aviez un message d'Élodie Rouget vous invitant à communiquer ces informations-là, et avec le journal d'enquête également, un journal mensuel d'enquête de l'étude du sanitaire et social. Et là, désormais, depuis un peu plus de bientôt un an, on utilise une nouvelle plateforme qui s'appelle Sendétique. L'idée étant de pouvoir justement normalement faciliter et sécuriser les échanges qu'on peut avoir avec les partenaires extérieurs de manière à ne pas être considéré comme spammer. Sauf qu'on s'est rendu compte que bien souvent, ces mailings avaient du mal à passer les pare-feux, et quand ils les passaient, pouvaient tomber dans des éléments indésirables. Donc, voilà, je répète, c'est Sendétique. Vous pouvez retrouver peut-être dans vos éléments indésirables les communications qu'on peut vous faire. Ce qui est important également pour nous, c'est d'avoir une mise à jour assez fréquente des interlocuteurs
qu'on peut avoir au niveau de chaque organisme de formation, de manière à pouvoir transmettre ces informations-là. En fait, chaque organisme, il peut y avoir des évolutions de personnel au sein de l'organisme de formation. On n'est pas forcément au courant. Donc peut-être ce que je vous propose, c'est d'adresser un mail à Élodie Rouget. On vous donnera ses coordonnées dans le mail récapitulatif. Ça peut être l'occasion également de pouvoir nous porter à connaissance des évolutions qui ont pu avoir lieu au niveau des secrétariats ou des responsables de formation dans chaque organisme de formation, de manière à vraiment avoir ce lien-là, parce que c'est aussi ça qui peut faire défaut pour avoir un bon taux de réponse au niveau de l'enquête d'insertion, c'est pas avoir cette information et donc de ne pas pouvoir la communiquer. Ah bah parfait, Elodie. Et j'ai donc une question également. Quelle exploitation pour les diplômés VAE? Pour les diplômés de la VAE, en fait, ils sont pas pris en compte dans cette enquête d'insertion, puisque Cap Métiers a développé par ailleurs un observatoire des parcours de VAE. Donc, ils sont pas inclus, en fait, dans cette enquête-là. Et au lancement, en fait, on en avait discuté, mais finalement, le questionnaire qui est mis en ligne là pour les sortants de formation n'est pas adapté, en fait, pour des personnes qui sont passées par le dispositif de la VAE. Et puis, là, on a un observatoire de la VAE, donc du coup, il n'est pas traité dans l'enquête ici. C'est ça. Et des éléments VAE, vous pourrez les retrouver également dans le tableau de bord sanitaire et social, pour lesquels nous avons justement, issu de cet observatoire de la VAE, collecté des données spécifiques au sanitaire et social, qui sont bien évidemment les diplômes de roi dans le dispositif de VAE. Donc là aussi, vous retrouverez ces éléments-là dans notre page observatoire du sanitaire et social. Il y a un tableau de bord avec toute une partie VAE. Moi j'ai vu passer une question concernant le taux d'abandon du métier à 2 ans. Oui, alors là, ça serait forcément nécessairement intéressant, mais il faudrait faire un suivi de cohorte en fait. Faudrait réinterroger les personnes qu'on a interrogées, qui ont répondu. Faudrait effectivement les suivre plusieurs années après. Plus la question des coordonnées, pour le coup, qu'il faudrait maintenir dans le temps, ou alors il faudrait faire en sorte que ces personnes s'assurent de nous répondre plusieurs années après. Bon, voilà, avec toute la difficulté que ça suppose, enfin, le suivi de cohorte, hein, mais oui, ça serait intéressant. Et par rapport à la remarque sur début de semestre 6, là, pour distribuer finalement les demandes d'autorisation pour les étudiants, je ne sais pas à quelle période ça correspond de la formation, mais ce qu'on avait proposé, c'était de demander les autorisations aux étudiants à la fin de la formation. Parce qu'au début à l'entrée en formation, ça peut paraître loin après, parce que si, par exemple, la formation d'infirmier, on le donne à l'entrée en formation, on demande l'autorisation, il y a 3 ans de formation, plus après, il faut rajouter 7 mois pour attendre de recevoir l'enquête. C'est pour ça qu'on avait proposé, en fait, de diffuser les autorisations à la fin de la formation et avant les résultats aussi aux examens. Donc oui, on nous signale que pour les infirmiers, il y a une fuite vers l'extérieur de structure entre 2 et 4 ans de diplôme. Et là, effectivement, ça nécessiterait, là, c'est vraiment une enquête d'insertion. L'idée, c'est de pouvoir identifier les conditions d'emploi, les caractéristiques d'insertion, les secteurs employeurs et la nature des contrats de travail. Donc, à l'issue quasiment direct, 7 mois après la sortie en formation. Effectivement, ça nécessiterait un autre travail d'enquête qui porterait sur la pérennisation des emplois ou la pérennisation ou le maintien dans l'emploi des actifs dans le secteur du sanitaire et social, mais pour le coup, ce serait peut-être plus global, ça pourrait concerner l'ensemble des employés de ce secteur-là. Je sais qu'il y a des OPCO ou des branches qui travaillent déjà à ces éléments-là. Nous, c'est pas l'objectif premier de cette enquête-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, des fuites de salariés en emploi. D'où la question sur les CDD, bien sûr. Oui. Tout à fait.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on arrive à identifier. La multiplicité de ces contrats courts, on l'a identifié parce qu'on a également des remontées concernant les déclarations préalables à l'embauche dans les secteurs d'activité. Et alors là, on n'a pas une entrée métier, on a une entrée secteur, mais effectivement, les activités hospitalières, par exemple, du secteur social, sont des activités qui ont un recours assez important, quand même très important, à des contrats courts, des contrats de moins d'1 mois en particulier. Donc là, effectivement, on n'a pas, avec cette enquête, ça ne permet pas d'identifier cette récurrence de contrat-là. Mais en revanche, on voit statistiquement qu'on a fréquemment des contrats de travail qui sont signés dans les établissements et bien souvent plusieurs fois un jour ou plusieurs fois une semaine pour le même salarié. Bon, écoutez, je vous propose de… Tout est vu. Non. Alors, on s'interroge notamment suite à la diplomation de juillet 2020 des infirmiers et des aides-soignants que nous n'avons pas retrouvés dans nos établissements au moment de la crise Covid. D'où une grosse pression pour nous. Donc ça, ce sera des éléments qu'on aura dans la prochaine enquête d'insertion qui est en cours de rédaction et de traitement. Mais effectivement, on se garde ce point de vigilance-là à l'esprit. Bon, je vous propose de clore ce webinaire. Et puis, pour vous remercier, donc déjà les participants et puis également ceux et celles qui ont présenté. Et puis, donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, bonsoir. Au revoir.